Le contingent égyptien des forces onusiennes basé à Yamoussoukro a perdu récemment des éléments dans un accident de la circulation. L'information a été officiellement donnée au Premier ministre ivoirien et égyptien. Un hommage a été rendu aux soldats de la paix. Le gouvernement ivoirien a lancé ce lundi l'opération de fermeture des sites illégaux et le déguerpissement des orpailleurs clandestins. Ces orpailleurs exploitent de façon illicite l'or dans les mines artisanales. La phase de répression a donc été lancée ce lundi. Le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques est le nouveau président du conseil d'administration du Centre international de recherche et de développement sur l'élevage. La priorité des Kobenan Adjoumani Kwasi réussit une implication plus étroite dans le fonctionnement de l'institution. Karim Wade, fils de l'ancien président du Sénégal Abdoulaye Wade, a été condamné à 6 ans de prison ferme pour enrichissement illicite. Il devra payer plus de 138 milliards de francs CFA. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir, bienvenue dans ce 20h. Et dans ce journal, vous aurez dans une vingtaine de minutes le grand format de la rédaction consacré aux mesures préventives prises par l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola. Je vous le disais dans les titres, le contingent égyptien des forces onusiennes basé à Yamoussoukro, ici en Côte d'Ivoire, a perdu récemment des éléments dans un accident de la circulation. L'information a été officiellement donnée au Premier ministre ivoirien et égyptien, le compte-rendu de Kader Sogodogo. Le Premier ministre égyptien Ibrahim Mahlab est accueilli à sa descente d'avion par son homologue ivoirien Kablan Duncan, avec à ses côtés les ministres Patrick Hachi et Paul Kofi Kofi. Depuis 2004, l'Égypte contribue au retour de la paix dans notre pays à travers la mission de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire avec une centaine d'éléments. Le 4 février dernier, en partance pour une mission à Abidjan, 6 de ces soldats vont trouver la mort suite à un accident de la circulation. Une preuve qui ne doit en aucun cas altérer le moral des troupes. Ainsi, le Premier ministre égyptien invite ces hommes à participer au renforcement de la paix et de la sécurité dans un pays frère, la Côte d'Ivoire. C'est un symbole de coopération. C'est l'armée égyptienne avec l'armée ivoirienne pour la paix, pour le droit, pour bâtir, pas pour démolir. C'est là. Ça, c'est le message. Coopération égypto-ivoirienne pour le développement. Le gouvernement ivoirien, sensible au décès de ses soldats, apporte sa compassion au gouvernement égyptien. On ne peut pas avoir une coopération en développement s'il n'y a pas de paix et de sécurité. Donc les aspects militaires, sécuritaires sont importants. Il a voulu venir saluer donc, le contingent ici. Et je voudrais à nouveau présenter les condoléances. Vous savez qu'une partie donc, de leurs soldats ont eu un accident de la route. Et le gouvernement a compati à cela, mais il était bon qu'ils viennent saluer donc, les troupes et leur apporter donc, le salut fraternel donc, du peuple égyptien. Après la base des Nations Unies, Ibrahim Mahlab a pris du plaisir à découvrir quelques symboles de Yamoussoukro, notamment la basilique Notre-Dame de la Paix et la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. C'est à 19h30 GMT que l'avion transportant le Premier ministre égyptien a quitté Yamoussoukro pour le Caire, la capitale de la République arabe d'Égypte. Rappelons que l'ONUCI, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, a été constituée en février 2004 et son mandat a été régulièrement prolongé par des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le gouvernement ivoirien a lancé ce lundi l'opération de fermeture des sites illégaux et le déguerpissement des orpailleurs clandestins. Sachez que depuis quelques années, des milliers d'orpailleurs ont fait leur apparition, exploitant de façon illicite l'or dans les mines artisanales. Le gouvernement ivoirien se dit donc préoccupé par cette pratique préjudiciable à l'économie nationale et à l'environnement. La phase de la répression a donc été lancée ce lundi. La lutte contre l'orpaillage rentre dans sa phase répressive. Le gouvernement a procédé ce lundi au lancement des opérations de fermeture des sites illégaux. 148 sites et leurs occupants sont visés. Face à la prolifération de l'orpaillage illicite et clandestin sur l'ensemble du territoire et à ses conséquences néfastes, aussi bien sur les populations que sur l'environnement, le gouvernement a adopté un programme triennal 2014-2016 de rationalisation de l'orpaillage. Pour cette première vague, ce sont les régions du Nord et du Centre qui sont concernées.
Mais l'opération confiée à la gendarmerie nationale va s'étendre dans les prochains jours à l'est du pays. 13 comités locaux ont déjà été installés à cet effet. Quant à la région de l'Ouest, également investie par les clandestins, elle devrait recevoir la visite des forces de l'ordre dans le courant d'avril. Nous aimerions lancer un appel à tous ces opérateurs clandestins que les forces ne feront pas de cadeaux, comme nous avons mené des opérations test il y a quelques mois. Et nous les invitions déjà à déguerpir des lieux avant que les forces se mettent en route. Cela nous permettra de faire des économies. Et en ce qui nous concerne, donc, nous restons déterminés et nous allons mettre très rapidement nos hommes en mission. Pour éviter de subir cette rigueur du gouvernement, les opérateurs désireux d'exercer dans les règles de l'art pourront introduire des demandes d'autorisation auprès du ministre de l'Industrie et des Mines. Ceux qui auront obtenu des agréments bénéficieront de l'encadrement de l'État. Plus de 500 000 personnes opèrent dans l'activité d'orpaillage. C'était le compte-rendu de Lanciné Bakayoko. De la politique à présent, avec tout d'abord quelques temps forts du 3e congrès extraordinaire du RDR, le Rassemblement des Républicains, congrès au cours duquel le président Alassane Ouattara a été désigné candidat des Républicains à la présidentielle d'octobre prochain. Hamza Diaby. Congrès extraordinaire, mobilisation extraordinaire. Le parc des sports de Treichville s'avère trop exigu. Les militants du RDR l'ont investi depuis très tôt. C'est le 3e congrès extraordinaire du parti. Ils sont plus de 30 000, mais seulement 8 000 ont pu accéder à la salle. Personne n'a voulu se faire compter l'événement. Côte d'Ivoire, France, Allemagne ou États-Unis, ils sont venus de partout. Le RDR est une machine. Et il y avait des sceptiques et ça c'est très bien perçu à l'international puisque le bruit courait que les militants du RDR étaient découragés et la preuve vient d'être démontrée. La concrétisation disons, de l'achèvement des grands chantiers et aussi du programme de société du président Alassane Ouattara. Donc nous la diaspora, nous sommes très satisfaits pour avoir accompli toutes nos doléances. Alors nous sommes venus en support et de manière concrète, essayer de lui apporter ce que nous pouvons au maximum. Nous sommes tous venus de nous-mêmes. Voilà. Ces délégations de la diaspora ont tenu à participer à la rédaction de cette autre page de l'histoire de leur parti. Ils ont décidé de tout braver, la faim, le sommeil, la fatigue. Ils résistent à l'épreuve du temps. L'important aujourd'hui, c'est Ado, Alassane Ouattara, leur candidat. Un souvenir même à l'effigie d'Ado soulage leur peine de n'avoir pas pu accéder à la salle. Elle était déjà pleine à leur arrivée. D'autres militants y étaient déjà installés. Mais qu'ils soient dedans ou dehors, les Républicains sont en fête. Ils sont rassemblés autour d'Ado pour une Côte d'Ivoire qui gagne. Pour les militants du RDR, le choix porté sur l'actuel président se justifie au regard du travail abattu en 3 ans après la crise post-électorale. La Côte d'Ivoire a encore besoin de lui pour son développement, disent-ils. Nous vous proposons quelques propos tenus sur place au Palais des Sports. Le RDR a habitué la Côte d'Ivoire à de grandes mobilisations, donc nous ne sommes pas surpris qu'il y ait cette mobilisation que vous voyez. Et c'est une très très bonne chose donc, pour le pays. Nous sommes heureux d'y participer, d'y prendre part pour soutenir les actions du chef de l'État. C'est un événement historique parce qu'il faut mobiliser la Côte d'Ivoire autour d'Alassane Ouattara, rassembler la Côte d'Ivoire autour d'Alassane Ouattara pour une Côte d'Ivoire qui gagne. Notre rôle c'est d'être là où il y a la paix. Et nous pensons que ce congrès c'est un congrès de paix, un congrès de retrouvailles où tous les Ivoiriens doivent se donner la main pour retrouver le pays de Oufo-Boigny. On va relever le défi pour aller vers l'émergence 2020. Ça serait fait. Vous allez voir, déjà on a commencé, nous avons déjà les agrégats ouverts. Nous croyons et nous le pouvons. Et je souhaite que ce second mandat soit le mandat de la confirmation. Le président Alassane, contre vent et marée, notre mentor à nous, a démontré à la face du monde et de la Côte d'Ivoire qu'il a un cerveau hors pair. Ma région est fortement représentée à cette cérémonie. De notre tour, nous allons investir toute la région pour dire aux populations de voter Alassane à 90%. De retour dans notre ville, ce que nous devons faire, c'est en tout cas de voir toutes ces populations, de rendre compte d'abord à la population
et pour leur dire que le candidat du RDR est M. Alassane Ouattara. Ado, c'est le meilleur champion en Côte d'Ivoire. On ne savait pas aujourd'hui là où il était avant, où il était. Aujourd'hui, on regrette. S'il était là aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire est venue en Europe. Je suis venu au congrès de mon parti. Je suis tellement fier de voir tout le monde, toute la Côte d'Ivoire réunie. Et je pense qu'on est venu pour décider pour la réélection du président Alassane Ouattara. Donc je suis très content d'être là. C'est pas n'importe qui Alassane. Alassane toujours, Alassane toujours. Depuis que Alassane Ouattara a pris les choses en main, les paysans se portent bien. Notamment à l'ouest, il y a des ouvertures de routes partout. Le Conseil Café Cacao travaille énormément pour nous. C'est pour ça que nous avons marché toute la nuit pour être là au Congrès. Alors nous sommes là aujourd'hui pour dire à toute la Côte d'Ivoire que nous faisons encore confiance au docteur Alassane Ouattara. Nous sommes venus juste le plébisciter. Lui dire encore que le mandat qu'il est en train de faire nous a convaincus. Alors nous sommes fiers de lui. Nous sommes ravis donc du plébiscite donc du parti. Le Rassemblement des Républicains pour le président Alassane Ouattara. Pour nous donc c'est le meilleur choix. Et il n'y a pas à hésiter. C'est la personne qu'il faut actuellement pour la Côte d'Ivoire. Comme un seul homme, nous serons derrière lui. Et vous voyez la salle, c'est un avant-goût. Le PDCI, notre allié naturel, vient de faire son congrès extraordinaire. Progressivement, le rouleau compresseur va se mettre en marche et on verra ce que nous allons voir. Aucun doute là-dessus. C'est toute la Côte d'Ivoire qui est reconnaissante au président Alassane Ouattara. Vous savez, nous sortons de crise et pas beaucoup de pays dans ce monde qui sortent d'une crise comme celle que nous avons vécue et qui se retrouvent à la situation où nous sommes. Donc ensemble, le PDCI, le MFA, nous tous, nous nous mettons ensemble pour assurer au pays une stabilité, la paix qui est le préalable à tout développement et nous allons en faire encore davantage et davantage avec le président Alassane. Voilà, c'était le 3e congrès extraordinaire du RDR. La section du Yopougon du mouvement de soutien Les Colombes d'Ado a été installée récemment. Nous vous proposons quelques temps forts de cette cérémonie d'investiture avec Gabriel Zanilou. Une section de plus pour les Colombes d'Ado. Le mouvement de soutien à la candidature du président Alassane Ouattara étant sa toile, ce 18 mars, l'organisation a procédé à l'investiture de la section de Yopougon. La présidente communale Louise Cambou a pris les rênes de la section. Elle pourra s'appuyer sur les femmes de la commune venues nombreuses lui témoigner leur soutien. La présidente nationale des Colombes d'Ado, Kone Aïcha, a rappelé la mission contribuer à la réélection du président Alassane Ouattara à la tête du pays. Créé en 2009, le mouvement Les Colombes d'Ado compte déjà 13 sections. Il entend couvrir tout le territoire dans les prochains mois. Des chefs traditionnels des 7 régions de la Chambre du Royaume ont réaffirmé leur adhésion à l'appel de Daoukro. Ils se sont engagés à soutenir le président Alassane Ouattara en octobre prochain. La rencontre a été organisée par Kwaku Lui Abounoa, secrétaire exécutif du PDCI-RDA chargé de la chefferie et des communautés. Le point avec Abou Sanogo. Adhésion totale des têtes couronnées à l'appel de Daoukro lancé par le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, le 17 septembre 2014. Réunis à Abidjan après les rencontres de Bouaké et de Sakassou, 200 chefs issus de cette région de la Chambre du Royaume baoulé disent oui à cet appel qui, selon eux, vise la consolidation des grands et multiples chantiers ouverts par le président Alassane Ouattara pour l'atteinte de l'émergence à l'horizon 2020 et entendent par ailleurs rendre hommage à l'auteur de l'appel historique. Nous, chefs des 7 régions de la Chambre baoulé, réaffirmons haut et fort notre soutien à l'appel de Daoukro et à son auteur, le président Henri Konan Bédié. Nous engageons fermement pour le triomphe de cet appel et celui du président Alassane. Nous invitons tous nos ressortissants du Grand Centre à se rendre massivement au stade Koné Samba Ambroise à Demokro le samedi 28 mars 2015 pour magnifier le président Henri Konan Bédié.
Une démarche saluée par le premier responsable du trio, le train ivoirien de l'émergence et le délégué départemental PDCI de Ouangolodougou. Cela avait été déjà, n'est-ce pas, fait le 16 février à Bouaké et à Sakassou. Et à l'occasion de leur présence ici, ils ont trouvé utile de réitérer, n'est-ce pas, ce message. Où la chefferie réaffirme donc son soutien à la paix d'Aoukro, réaffirme son soutien à la position du président Aimé Henri-Konan Bédié, mais réaffirme en même temps son engagement à accorder un second mandat au président Ouattara. Je pense que c'est tout à leur honneur et c'est pourquoi nous sommes venus apporter notre soutien, notre bénédiction, notre présence pour partager avec eux cet espoir, parce que nous pensons qu'effectivement le président Ouattara mérite un second mandat. Étaient présents à cette rencontre les chefs de région de Gbeke, du Ifou, du Bélier, du district autonome de Yamoussoukro, de l'Agnébitiassa et de la Maraoui. Du côté du RPP, le Rassemblement pour la paix et le progrès, l'actualité, c'est l'investiture de sa coordination communale de Gagnoa, composée de 6 sections et de 24 comités de base. Direction dans la capitale de la région du Bo, avec notre reporter Léon Brou. Communion entre la direction et les militants du RPP, le Rassemblement pour la paix et le progrès à Gagnoa. Nous sommes à l'investiture de la coordination communale du parti à Laurent-Dona Fologo, une coordination forte de 6 sections et 24 comités de base. Sa présidente et ses collaborateurs promettent de l'étendre à toute la région du Gord. Il faut installer tous les comités de base partout, avoir beaucoup de sections et collaborer avec les autres partis politiques, les voir comme des frères et non des ennemis. Et c'est de bonne guerre, dira le secrétaire général. Le RPP devra s'affirmer aux élections prochaines. Il s'agira pour ce parti de paix, selon Ouattara Nyonzié, de faire profiter aux Ivoiriens ses idéaux de partage et de progrès. Sur la question, il salue le développement impulsé par le président Alassane Ouattara et d'ajouter que l'essentiel qui reste, c'est le combat contre la pauvreté et la consolidation de la paix. Pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire, le numéro 2 du RPP exhorte gouvernement et population à poursuivre leurs efforts communs en faveur de la réconciliation nationale. Il ne faut pas que des actes viennent contrarier le climat politique qui est en train de s'instaurer et qui a l'air de marcher. On peut faire la politique sans être forcément obligé de se battre. On peut faire la politique sans faire le choix de la violence. La politique, c'est un métier noble. Il faut faire en sorte qu'elle reste et qu'elle demeure. Aux militants de son parti, le secrétaire général a expliqué leur indispensable participation à la reconstruction du pays à travers une démarche empreinte de tolérance, d'acceptation mutuelle et de paix, vertu du Rassemblement pour la paix et le progrès. Le président du PIT, le Parti ivoirien des travailleurs, a prononcé récemment à une conférence de presse. Daniel Akaizi a fait une analyse de la situation sociopolitique du pays. Il s'est également prononcé sur les derniers développements de l'actualité à quelques mois des élections présidentielles. Sylvie Davila, Sidonie. La situation des personnels de la santé et de l'éducation, le procès de la crise post-électorale et les prochaines élections sont les principaux sujets abordés par Aka Daniel Aizi au cours de la conférence de presse. Le président du Parti ivoirien des travailleurs PIT s'est prononcé en faveur de la révision de l'article 35. Il propose une conférence nationale pour débattre des questions politiques. À une conférence nationale de tous les partis politiques, de toutes les organisations de la société civile, de toutes les confessions religieuses pour penser ensemble, avec toute l'équité requise, les conditions et modalités de l'organisation des élections présidentielles consensuelles et apaisées en 2015. Au sujet de la situation sociale, le PIT demande au gouvernement de prendre en compte les revendications des fonctionnaires du secteur de l'éducation et de la santé. Le PIT invite instamment le gouvernement à se pencher sur les problèmes et les revendications des travailleurs pour y apporter des solutions et à tenir ses engagements vis-à-vis du monde du travail. Aka Daniel Aizi a annoncé à la presse que son parti fêtera ses 25 ans le 8 avril prochain. À cette cérémonie, d'importantes décisions seront prises.
Et puis sachez que le président du FPI, le Front populaire ivoirien, Pascal Afenguessan, poursuit sa tournée auprès des chefs d'État de la sous-région. Il a été successivement reçu par le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, et le président du Niger, Mahamadou Issoufou. Ce lundi 23 mars, c'est la journée mondiale de la météorologie. Climat, comprendre pour agir, c'est le thème mondial retenu pour cette édition 2015. Mener et coordonner les activités d'observation, d'études et de prévisions en météorologie. Fournir à l'aéronautique et à la marine nationale des services de prévisions utiles. Entre autres missions assignées au service de la météorologie nationale. À l'occasion de la journée météorologique mondiale, célébrée tous les 23 mars, la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique Sodexam a organisé 2 exposés sur le thème mondial climat, comprendre pour agir, mais aussi sur l'état du changement climatique en Côte d'Ivoire. La compréhension du climat est indispensable car elle aide à tous les niveaux à prendre les meilleures décisions possibles pour les populations et les collectivités locales. Dans 5 à 10 ans, l'utilisation des prévisions climatiques sera aussi répandue que celle des prévisions météorologiques. La célébration de cette journée bénéficie du soutien du ministère des Transports. La compréhension du climat est indispensable car elle aidera les responsables à tous les niveaux à prendre les meilleures décisions possibles. Pour les responsables de la Sodexam, les informations météorologiques sont primordiales aux compagnies de transport, aux activités touristiques et agricoles, aux risques d'inondations et catastrophes naturelles, mais surtout aux grands chantiers de construction tels les immeubles et les routes d'intérêt public. Comme annoncé dans les titres, le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques est le nouveau président du conseil d'administration du Centre international de recherche et de développement sur l'élevage en zone subhumide. Kobena Kwasi Adjoumani a été désigné récemment à Cotonou au Bénin par les pays membres de cette organisation sous-régionale. Le CIRDES se porte mal, il y a urgence à le sauver. Les caisses du Centre international de recherche et développement sur l'élevage en zone subhumide sont vides. Seuls 3 pays sur 8 ont payé leur quote-part. Structure internationale sous-régionale, le CIRDES mène des recherches sur les maladies parasitaires animales et sur l'amélioration des pâturages et des cultures fourragères. Sans financement, l'institution a du mal à faire face au salaire du personnel, surtout à mener à bien ses activités. Pourtant, il faut bien que cela se fasse et dans de meilleures conditions. Désigné à la présidence du CIRDES, le ministre des Ressources animales et halieutiques Kobena Kwasi Adjoumani entend aider l'institution à relever la tête. Certes, les attentes de nos populations sont nombreuses, mais avec les compétences qui animent le CIRDES, nous pouvons faire beaucoup et plus. Pour cela, nos États doivent renforcer la capacité de travail de l'organisation en la soutenant financièrement et de façon conséquente afin de réduire notre dépendance des financements extérieurs. Pour sauver le CIRDES, son nouveau président convie les pays membres à une implication plus poussée dans son fonctionnement. L'institution créée en 1994 forme des cadres et pratique le transfert de technologies dans plusieurs pays en Afrique. Son siège est au Burkina Faso. La fièvre hémorragique à virus Ebola continue de faire des victimes, principalement dans les pays frontaliers à la Côte d'Ivoire. Et depuis l'annonce de la maladie, le gouvernement ivoirien a mis en place un dispositif pour éviter l'entrée du virus dans le pays. Aucun cas déclaré à ce jour. Quel est donc ce dispositif anti-Ebola? Quelles sont les mesures préventives prises par l'État de Côte d'Ivoire? Que pensent les Ivoiriens de ce dispositif anti-Ebola? Des éléments de réponse dans ce grand format avec Geneviève Soro, stagiaire à la rédaction, et Alexis Ouedraogo.
Mars 2015, l'épidémie d'Ebola a dépassé le cap des 10 000 morts dans le monde. Plus de 24 350 personnes ont été affectées dans 9 pays par la fièvre hémorragique. À ce jour, la Côte d'Ivoire, elle, n'enregistre aucun cas. Il y a un an, le 20 mars 2014, une épidémie d'Ebola éclate en Guinée. Elle se propage rapidement dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, la Sierra Leone, le Libéria et le Nigeria. Très vite, l'État ivoirien met en place sa stratégie de prévention. On est obligé, pour la première fois, de faire face à une maladie qui ne s'était jamais déclarée dans notre sous-région. Il fallait donc mobiliser les ressources, mobiliser les intelligences, mobiliser les compétences pour faire face. Et le risque chez nous était d'autant plus élevé que nous avions une frontière commune avec la Guinée. Les mesures pour prévenir la propagation de la maladie se multiplient. La plus sérieuse, l'interdiction de consommer de la viande de brousse, un mets pourtant très prisé dans certaines régions. J'allais expliquer à ma tante du village, surtout à Toumoudi, où on aime manger la gouti ou la chauve-souris fumée dans le bon djumblé, les bons croix là, allez lui expliquer que du jour au lendemain, parce qu'il y a une certaine maladie qui n'est même pas chez nous, de ne plus manger. Ça, c'était la partie la plus difficile. Des postes avancés sont installés aux frontières du pays. On y contrôle la température de ceux qui veulent entrer sur le territoire ivoirien. On les interroge sur leurs antécédents. Des visites surprises dans les restaurants spécialisés dans la vente de la viande de brousse sont aussi organisées pour décourager les plus téméraires. La population s'est sentie vraiment intéressée et encouragée. Et donc, ça a été vraiment... c'est la preuve que le système de santé quand même marche en Côte d'Ivoire. 28 juillet, toujours pour prévenir la propagation du virus, le gouvernement ferme ses frontières au pays où la maladie s'est déclarée. Malgré cette fermeture, les déplacements des populations se poursuivent via la forêt et les rivières frontalières. Le gouvernement muscle la lutte, une communication dynamique et sur pied. Le corps préfectoral est chargé de sillonner les hameaux les plus reculés pour faire passer le message aux populations qui doutent encore de la dangerosité de ce fléau. Le ministre de l'Intérieur a dit au préfet que c'est une mission de salut public. Ce n'est pas qu'une affaire de santé publique, il faut s'approprier la lutte. Dans les villages sans électricité où les habitants n'ont que la radio pour s'informer, la sensibilisation aux mesures préventives est renforcée par du porte-à-porte, notamment dans les régions qui bordent le Nigeria et la Guinée. Jeudi 14 août, une simulation est organisée dans le petit village de Kandopleu, près de la frontière de Guinée. Objectif, tester la réactivité du système sanitaire en cas d'alerte. L'approche communautaire a été essentielle et surtout les leaders religieux. Voyez-vous, lorsque dans les mosquées, les imams ont commencé à expliquer aux populations, il faut se laver les mains, il faut éviter de manger la viande de brousse, vous savez, c'est la meilleure plateforme. Les Ivoiriens s'approprient la lutte, des salutations Ebola voient le jour, on ne se serre plus la main, on s'incline ou l'on se touche les coudes. Je pense que le bouche à oreille a porté. Chacun a été quand même le gardien de son voisin, chacun a été le porte-voix de ce message auprès de son voisin. Lorsque l'OMS annonce une épidémie hors de contrôle, c'est la planète qui se mobilise. Kits de protection sanitaire, caméras thermiques, ressources financières, l'aide nationale et internationale. En Côte d'Ivoire, syndicats, secteur privé, public, pays amis, tous se mobilisent. Sur la webosphère ivoirienne aussi, on se mobilise. En musique aussi, le blogueur Israël Yoruba pousse la chansonnette pour la lutte. Une chanson peut s'écouter dans une voiture, sur un lit, elle peut s'écouter dans son salon, dans la cuisine. Donc la chanson passe partout, j'ai envie de dire. Donc une chanson, elle est l'un des canaux les plus efficaces pour faire passer un message. Si aucun cas d'Ebola n'est déclaré à ce jour, la réelle préoccupation de l'Ivoirien reste la suivante. À quand la levée de l'interdiction de manger de la viande de brousse? Nous sommes encore menacés par l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Il ne faut pas se projeter dans l'après-épidémie. Il faut faire en sorte que l'Afrique puisse contrôler, contenir l'épidémie et l'endiguer. Les chercheurs espèrent avoir trouvé un remède. Des vaccins se font dans plusieurs pays de la sous-région, mais l'espoir n'est pas encore concrétisé. Les essais cliniques se poursuivent. On demande au Burkina, à la Côte d'Ivoire et en Tanzanie d'abriter la deuxième phase, qui est donc celle de l'évaluation du vaccin. La particule du virus Ebola qui se trouve dans le vaccin est inactivée. Donc en fait, on ne nous apporte pas la maladie, au contraire. On utilise les anticorps
pour pouvoir améliorer le vaccin. À ce jour, l'épidémie fléchit certes, mais il faut impérativement maintenir la vigilance. Un seul nouveau cas d'Ebola suffit pour relancer une épidémie. Voilà. C'était le grand format de la rédaction proposé par le service politique. Demain s'ouvre ici à Abidjan la 7e conférence des grands chanceliers de l'espace francophone. Les travaux de cette conférence vont s'articuler autour du thème « Les grandes chancelleries hier, aujourd'hui et demain ». La tenue de cette conférence était cet après-midi au centre d'une audience accordée au palais présidentiel. Compte rendu Viviane Agnimin. Les grands chanceliers du Togo, du Congo-Brazzaville, du Niger, du Mali, de la République démocratique du Congo, du Burkina Faso, de Guinée, de la Centrafrique, du Tchad sont à Abidjan pour la 7e conférence des grandes chancelleries d'Afrique subsaharienne francophone et de France. La rencontre s'ouvre ce mardi dans la capitale économique. Conférence biennale créée en 2003, la Côte d'Ivoire accueille pour la 2e fois cette réunion. Elle s'était tenue pour la première fois à Abidjan en 2005. À la veille de leur rencontre, ces grands chanceliers d'Afrique francophone, conduits par leur homologue de Côte d'Ivoire, la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté, sont allés saluer le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Au nom de tous, leur porte-parole, le grand chancelier du Niger, colonel Boulama Mango, a remercié le président de la République pour avoir autorisé la tenue de ces assises en Côte d'Ivoire. Le grand chancelier de la République de Guinée, El Hadj Moriba Kourouma, a traduit quant à lui le remerciement du président Alpha Condé au chef de l'État ivoirien. Il m'a chargé de vous dire qu'il suit attentivement tout ce que vous êtes en train de faire dans le pays frère, la Côte d'Ivoire, et que vous avez son soutien. C'est pour cette raison qu'il m'a chargé d'un petit présent et à vous remettre, pour vous dire son encouragement et qu'il est avec vous. Merci, Monsieur le Président. En réponse à ces hôtes, le président de la République leur a signifié la joie et la fierté de la Côte d'Ivoire d'abriter une nouvelle fois cette réunion. Et selon les règles d'usage dans la tradition, le président de la République a donné des nouvelles de la Côte d'Ivoire, faisant un tour d'horizon des avancées enregistrées dans tous les domaines de la vie nationale. La Côte d'Ivoire est désormais de retour. Le président de la République a conclu en traduisant son attachement à la coopération régionale. Le défi pour l'heure est la lutte contre Boko Haram. La Côte d'Ivoire sera solidaire dans ce combat, a dit le président de la République. Les années à venir, la Côte d'Ivoire pourra continuer de renforcer la coopération avec notamment des pays voisins et bien sûr tous les pays francophones et les pays du continent. Et à cet égard, nous tenons beaucoup à ce qu'au niveau de la sous-région, nous puissions mieux nous organiser pour la lutte contre les mouvements terroristes. Nous allons tenir un sommet CEDEAO-CEAC à Accra le 8 avril prochain parce que nous voulons être sûrs que pas seulement les pays du bassin du lac Tchad, mais également tous les pays du bloc. Donc, CEDEAO, CEAC puisse se rencontrer après les élections présidentielles du Nigeria pour que nous puissions affiner donc nos contributions également. Certains pays comme la Côte d'Ivoire et d'autres, le Bénin notamment, pourraient être amenés à fournir également des troupes pour essayer de maîtriser ce phénomène Boko Haram. Donc, le développement, c'est bien, c'est important, la paix est essentielle. Mais évidemment, il nous faut nous organiser pour essayer de combattre ce phénomène terroriste, notamment le phénomène Boko Haram. Une photo de famille a fixé la rencontre.